Donc là, on est vraiment sur la projection, du coup. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une réglementation plus générale des psychologues, plus étoffée, serait un bénéfice ou un risque pour la profession? Bah, une réglementation plus générale, on va dire un peu des deux, puisque avoir une réglementation générale, ça permet de parler la même langue avec tout le monde. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir comment ça se passe pour le secteur privé, et je vous ai dit, en fait, chacun peut un peu faire à sa sauce par rapport à ça. Le fait d'avoir une réglementation générale, ça vous permet d'avoir un minimum de règles communes, d'avoir un minimum de règles opposables, et aux psychologues qui ne savent pas forcément se positionner, d'autant plus quand ils sortent d'études, d'avoir en disant, attendez, moi je suis psychologue, il y a au moins ça qui doit s'appliquer, il y a au moins ça qui doit aussi m'être appliqué. Voilà, ça permet de rassurer et d'être un bénéfice. Maintenant, vouloir trop réglementer et vouloir tout prévoir, le risque, c'est qu'à l'inverse, on vienne dire, attendez, ça, c'était pas prévu, donc c'est que c'est permis. Et voilà, c'est toujours la difficulté d'avoir un socle, un cadre, et après, on a une certaine forme de liberté à l'intérieur. Au sein de ce cadre, oui. Effectivement. Maintenant, pour le temps FIR, par exemple, ce serait intéressant de l'étendre à toutes les fonctions publiques et d'étendre le cadre. Maintenant, est-ce que le besoin, il est le même pour un psychologue qui exerce dans le milieu de la santé que pour un psychologue qui exerce dans le milieu du travail? Peut-être que le besoin de formation n'est pas le même, peut-être que le temps et ça s'organise pas de la même manière, c'est-à-dire que si on impose, je sais pas moi, c'est X heures par semaine, peut-être qu'en réalité, vous avez un besoin de X heures par an et que c'est pas forcément... Voilà, donc le cadre et ce cadre et cette réglementation, à partir du moment où elle est effectivement générale, je pense que c'est un bénéfice. Maintenant, il y a évidemment des risques si on réglemente trop, tout à fait. Oui, trouver la juste mesure. Mais en tout cas, finalement, j'ai l'impression que vous nous parlez de repères quand vous évoquez ne serait-ce que les psychologues sortant de fac, de pouvoir avoir quelques éléments de repères sur lesquels on puisse s'appuyer sans question. Et aujourd'hui, les repères du psychologue, lorsqu'il est bien formé, c'est son code de déontologie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son statut pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce code de déontologie? Alors justement, ce que vous dites, c'est pour avoir un repère, encore faut-il en être informé, et que même si les facultés de psychologie doivent essaimer et promouvoir ce code de déontologie, ou en tout cas en informer et de la manière où le trouver, qui consulter, etc. C'est prévu ça dans les textes, que les universités doivent le faire? Pardon. En tout cas, dans le code de déontologie, alors pas dans les textes pour les facultés, d'accord, mais dans le code de déontologie était prévu initialement, alors je ne sais plus si c'est le cas avec la dernière version, mais que ce code devait être promu et partagé par les psychologues. Donc à partir du moment où les enseignants sont eux-mêmes psychologues, ils doivent faire ceci. Et de mémoire, dans les dernières promotions de master en psychologie, en tout cas moi j'ai côtoyé autour de Lille, il y avait un module sur la déontologie, tout à fait. Maintenant, le code de déontologie, pour rappeler, comme vous m'y avez invité, a été rédigé dans les années 60, alors un peu avant, mais en 1961, il y a eu la première mouture qui est sortie. Il y a eu quelques transformations, et notamment l'avant-dernière en 2012, et puis la toute récente, là, il y a quelques mois, en 2021. Mais ce code de déontologie, en fait, c'est un recueil privé, c'est-à-dire que ce sont des règles que vous diffusez au sein de la profession de psychologue, mais qui en réalité n'est pas opposable. Quand je viens vous dire que c'est pas opposable, c'est-à-dire que un psychologue pourra, d'un point de vue moral, venir dire, mais attends, là tu respectes pas la règle qu'on s'est fixée dans le code de déontologie. Maintenant, il n'y aura pas de conséquences. Pareillement, si un patient constate une violation du code de déontologie des psychologues et en supposant qu'il avait déjà lui-même connaissance de ce code, il n'y aura pas de conséquences. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser devant des juridictions civiles, pénales, et puis encore moins devant des instances institutionnelles qui auraient vocation à sanctionner ça. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas, hein. On a parfois, effectivement, des courriers, des psychologues qui viennent nous voir au cabinet en venant dire j'ai un patient, voire même un autre avocat qui m'a écrit en disant vous avez violé telle ou telle chose, je demande réparation. Ça existe, et il y a parfois des tribunaux qui l'appliquent. Ça arrive.
Mais il n'empêche que la valeur, la plupart du temps, l'argument de défense, c'est de venir dire qu'effectivement, il n'y a pas d'application possible. Et dans la plus grande majorité des cas, on viendra vous dire, bah oui, effectivement, c'est un code où on s'est mis d'accord entre nous qu'on allait respecter ces valeurs morales, mais ça ne va guère plus loin. Ainsi, bien que son contenu ait fait l'objet de ces récentes transformations, il n'y a pas acquis cette valeur contraignante. Pour autant, cette volonté, je pense, et dès le départ, c'était la volonté des rédacteurs de ce code, des groupes qui s'étaient réunis, parce qu'à la base, il y avait de mémoire plusieurs codes de déontologie qui avaient fusionné. Je pense qu'il y a plusieurs groupes qui travaillaient, il y a une dizaine peut-être, qui avaient fusionné pour créer ce premier code. Et il y avait l'avant-projet de loi Anzieux qui avait été porté à cette époque, donc un petit peu plus tard, à la fin des années en 1969, et qui voulait donner cette valeur opposable au code de déontologie des psychologues et aux étudiants en psychologie. Savoir que dans les études en droit ou en médecine, les étudiants se voient aussi opposer cette déontologie dès le départ. Et de manière récurrente, on a cette volonté, quand le titre en 1985 est revenu, dans les débats parlementaires, ça a été évoqué, le fait de venir dire est-ce que le code de déontologie va être opposable, oui ou non, pourquoi il ne le serait pas, et ça a été écarté. C'est assez compliqué, de ce point de vue-là. Maintenant, pour moi, ça aurait une certaine utilité qu'ils deviennent opposables, ne serait-ce que pour protéger. Alors, ça ne veut pas dire que les psychologues font un mésusage de la psychologie et qu'il y a forcément un danger, mais en tout cas, c'était la volonté. C'est ce qui est rappelé, la première ligne du code de déontologie, qui est même en dehors des articles, c'est de rappeler que le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable et que sa reconnaissance doit fonder l'action des psychologues. Ça, c'est un peu le mantra qui est marqué en haut. Pour autant, pour pouvoir l'appliquer, encore faut-il que les gens puissent s'en servir et puissent le poser. Et puis, il ne faut pas forcément voir la déontologie comme quelque chose de négatif qu'on va toujours vous opposer et quelque chose de mauvais. Ça vaut aussi pour unifier la profession, et qu'avoir une déontologie commune, c'est reconnaître une certaine compétence à une profession et entre guillemets, mettre de côté ceux qui ne la respectent pas. C'est aussi protéger la réputation des psychologues par rapport à ça. Ça rendrait donc la profession plus forte ? Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, ça unifierait effectivement la profession par rapport à ça. Pourtant, on entend souvent comme contre-argument à un travail justement vers rendre ce code de déontologie opposable. On entend souvent, mais s'il y a un problème, ça peut passer on peut quand même porter plainte, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau légal. Il y a des choses qui peuvent se faire au niveau légal. On est bien d'accord. Il y a des choses qui peuvent se faire au niveau légal avec les textes applicables à l'heure actuelle. Là, je n'ai pas d'exemple tout de suite à vous donner, mais ce qui va être éventuellement sanctionné, c'est des choses qui sont assez graves et qui ont causé du tort, soit à la réputation, soit physiquement aux personnes, et qui ont eu des conséquences qui pourraient être qualifiées d'infraction, d'un délit, voire d'un crime. Maintenant, sur tout le reste, il n'y a pas de possibilité. Les gens pourront toujours évoquer le code de déontologie. Il n'empêche que le juge n'appliquera pas et ne tirera aucune conséquence de ce texte, puisqu'il n'est pas tenu lui-même de l'appliquer. Si le texte est rendu opposable, est-ce que c'est toujours un juge de droit commun qui interviendrait, ou est-ce que ça se passerait différemment ? Alors, je vais parler en comparaison avec ce qui existe. La possibilité de rendre un code de déontologie opposable, ça passe par un texte. Et ce texte prévoit de quelle manière on sanctionne les éventuels manquements. C'est-à-dire qu'il prévoit une échelle des peines. C'est l'un des principes de base. On ne peut pas sanctionner quelqu'un à une peine qui n'est pas prévue. C'est le cas quand vous êtes salarié, on peut vous licencier, vous blâmer, vous donner un avertissement, mais on ne pourra pas, de manière caricaturale, vous donner des coups de fouet. D'accord ? Dans une peine pénale, c'est pareil. Si vous volez quelque chose, on ne vous condamne pas à la prison à vie. Il faut toujours une échelle des peines, et donc les sanctions possibles sont prévues par le texte. De même que qui va appliquer cette sanction, ce sera prévu par le texte. Maintenant, je vois mal comment le texte pourrait venir dire c'est le juge pénal ou c'est tel juge qui va venir sanctionner. Pour moi, il faudrait qu'effectivement ce soit un organe propre
Si on regarde à l'international, je sais plus vous dire dans quel pays, mais il y a certains pays en Europe où, au final, ce sont des syndicats, au Brésil, je pense, ce sont des syndicats qui font appliquer le code de déontologie, mais parce qu'au Brésil, il y a peut-être 95% des psychologues qui sont syndiqués, donc forcément, ça aide, ce qui n'est pas le cas en France. Maintenant, dans d'autres pays, on a au Québec, par exemple, effectivement, là, c'est l'ordre qui le fait appliquer. On peut avoir d'autres conceptions, d'autres instances qui feront appliquer ça, mais je pense que c'est important que ce soit vos pairs qui appliquent la déontologie. Pourquoi ? Parce qu'un juge qui n'y connaît rien, même s'il est spécialisé, à partir du moment où il n'est pas lui-même psychologue, comment il peut apprécier si ce que vous avez éventuellement divulgué, ça relève du secret, si la méthode que vous avez appliquée, c'était inadapté ou anticonfraternel ou autre. Je pense compliqué qu'une seule personne, donc pour moi il en faudrait déjà plusieurs, mais qu'une seule personne, qui plus est, qui n'est pas de la profession, puisse comprendre votre déontologie et l'appliquer au vu de la multiplicité des pratiques possibles. Tout à fait. Je vais reprendre votre exemple dans ce pays, le Brésil, je crois que vous avez dit, où c'est le syndicat donc, qui décide en quelque sorte c'est déontologique ou pas. Admettons, je suis psychologue brésilien et j'ai pas envie de me syndiquer. Parce que vous avez dit, il y a 95%, donc c'est pas obligatoire. Je ne me syndique pas, alors ça veut dire qu'il peut rien m'arriver. Alors, je vais revenir parce que je vous ai dit Brésil, mais en réalité, c'est l'Australie. Le Brésil, c'est encore un autre régime, mais effectivement, d'accord, c'est pas grave. Peu importe. En Australie, effectivement, le code n'a pas de valeur légale ou réglementaire, mais ce sont les signataires, les signataires, dans la mesure où les associations, les syndicats qui ont créé ce code l'ont signé, leurs adhérents se le voient opposer ou en sont exclus. D'accord ? Et donc, pour pratiquer et pour être reconnu, il faut adhérer à un syndicat. Et pour faire partie de ce syndicat, si vous manquez au code de déontologie auquel vous adhérez nécessairement puisque vous êtes membre de l'association ou du syndicat, eh ben, si vous ne le faites pas, vous êtes exclu. Donc, c'est comme ça. Mais effectivement, dans ce cas-là, ceux qui n'en font pas partie eh ben, ne se le voient pas opposer, effectivement. Mais ça, c'est la seule possibilité de prévoir l'opposabilité dans un ordre privé d'un code de déontologie. Maintenant, dans les autres pays dans lesquels il est applicable, la plupart, c'est par voie réglementaire. Il y a un seul pays, et c'était là le Brésil, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le Brésil qui a fait passer une loi, lui, pour venir conférer une portée à ce code par rapport à ça. D'accord. Oui, parce que sous le format des syndicats, ça semble très arbitraire quand même comme application. Ça semble effectivement arbitraire. Et puis, je pense qu'en France, au vu de l'engagement, c'est pas propre aux psychologues, c'est de manière générale, c'est très compliqué. Mais effectivement, je pense que pour avoir une certaine forme de publicité, de reconnaissance, en tout cas en Australie, il faut faire partie de ces syndicats pour pouvoir exercer. Et qu'à partir du moment où vous voulez en être, vous vous pliez aux consignes de votre syndicat. C'est un peu l'idée, mais oui, tout à fait. Ouais. Donc là, si je comprends bien, si je récapitule un peu, si on veut rendre la profession plus forte, unifiée, et qu'elle puisse répondre, prendre sa responsabilité aussi, ça sous-entend qu'on pourrait rendre opposable le code de déontologie, mais au préalable pour cela, il faudrait prévoir un organe qui pourrait faire respecter justement les différents articles du code. Donc, il faudrait que ça, ce soit prévu également dans le texte. Oui, tout à fait. Là, vous avez une instance qui déjà peut donner des avis quand les psychologues les consultent. La CNCDP. Exactement. Et ça, pareil, la CNCDP, les étudiants en psychologie qui connaissent le code de déontologie n'ont pas toujours conscience de cette possibilité d'interroger la CNCDP dès le départ. Et ça pose question. Mais encore une fois, il y a cette problématique d'information, et deux, ceux qui interrogent la CNCDP pour avoir des avis, ces avis ne restent qu'un avis qui n'est pas nécessairement opposable. Ça donne un aiguillage, ça donne un conseil, mais derrière cet avis, on ne pourra pas aller voir un juge ou quelqu'un en disant voilà, là t'as fauté ou là t'as mal fait. Voilà, c'est bien pour celui qui veut s'éclairer, je pense, au préalable et dire là comment je fais dans telle situation, mais ça ne permettra pas de faire en sorte que celui qui marche à côté
respecter, soit éventuellement sanctionner. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de sanctions, mais à mon sens, ça ne revêt pas que ça. Vous allez peut-être Non, me non, bien sûr. contredire, mais Non, non, non. c'est peut-être aussi vous rassurer. Enfin, si je demande justement un avis à la CNCDP, ça peut peut-être aussi me rassurer, voire me protéger selon certains exercices de salariés ou en collaboration avec certains autres professionnels. Ça peut peut-être au contraire me protéger. Oui, oui, non, mais vous faites bien de le préciser. Effectivement, c'est que C'est pour être sûr. voilà, c'est la déformation peut-être de la profession de juriste, mais effectivement, d'avocat en tout cas, c'est parce qu'on est dans cette posture de défense. Mais en réalité, nous-mêmes, le code de déontologie des avocats Oui. sert avant tout de guide, j'allais dire, Oui. dans les pratiques, dans le positionnement, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes en disant mais là, est-ce que j'ai le droit, comment je dois faire, et avoir cette réflexion intellectuellement parlant permet, en tout cas, déjà se poser la question, c'est déjà la moitié de la réponse et la moitié du chemin par rapport à ça. Et effectivement, ça permet d'avoir un guide cohérent et d'avoir le concours ou l'aide. Tout à l'heure, on vous parlait éventuellement de ce conseil distinct qui viendrait donner ces avis-là, si ce n'est pas la CNCDP. Ça vous permet effectivement d'avoir un interlocuteur tiers, d'avoir un éclairage différents dans l'interrogation dans votre pratique. Au-delà de la supervision, au-delà des groupes d'analyse des pratiques, c'est effectivement très intéressant de pouvoir avoir un organe de référence quand on se pose ce genre de questions. Hein. Et ça va même, je pense, plus loin que des simples questions d'ordre déontologique. Absolument. J'étais en train de penser à des contrats de travail qui, justement, ne respecteraient pas certains articles du code de déontologie. Le psychologue peut saisir la CNCDP, mais qui ne donnera qu'un avis et n'aura pas la puissance de défense, en fait, du psychologue. C'est ça. Alors, que faire ? C'est ça, c'est là toute la difficulté. En parallèle, dans les autres professions, si on revient sur le médecin ou sur l'infirmier, eux doivent nécessairement envoyer ce contrat de travail à leur ordre pour qu'il y ait une validation par rapport à ça, ou en tout cas, une information est obligatoire. Ça, c'est prévu dans les textes par rapport à ça. Donc, cette relecture-là permet aussi de l'opposer. Quand je vous disais les sanctions, c'est quand on parle on va sanctionner le psychologue, mais la sanction, j'allais dire, pourrait être à l'égard des employeurs, tout à fait, et opposer le code de déontologie à d'autres personnes. Alors, le Conseil de l'ordre, je dis le Conseil de l'ordre parce que je prends les médecins, hein, mais on va dire l'instance régulatrice ou le Haut Conseil, ou peu importe le terme qu'on emploiera, cet organe pourra donner cet avis et qui s'opposera au chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise ne pourra pas être sanctionné par cet organe-là, mais c'est juste qu'il ne pourra pas conclure son contrat de travail et il ne pourra pas embaucher un psychologue en tant que salarié s'il lui impose des choses qui sont contraires et contradictoires avec la déontologie du psychologue. D'accord, ça peut bloquer complètement. Ça pourrait, effectivement. Tout dépend comment c'est rédigé, mais ça pourrait, tout à fait. Ok. D'accord. De même, dans la pratique quotidienne, je prends cet exemple parce que c'est ce qui me vient. Si un employeur demandait à un psychologue de faire passer systématiquement un certain type de test ou d'avoir un certain type de pratique, du moment que c'est systématique et que dans le code de déontologie, il est prévu qu'on doit s'adapter à chaque personne, et si le code était opposable, du coup, ça permettrait au psychologue de faire valoir ce code dans, entre guillemets, le rapport de force entre l'employeur et sa pratique. En termes d'arguments, tu veux dire. D'arguments et même d'arguments juridiques. Oui, tout à fait. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, en termes d'argumentation, qui plus est juridique, ça pourrait être opposé. Maintenant, là, pour le coup, je vais aller plus loin en venant dire que si l'employeur s'en fiche parce qu'il a pris un psychologue parce que c'était obligatoire et qu'il n'entend pas respecter ça et qu'il met à la porte pour ça, cette valeur, cet avis qui aurait une valeur opposable au conseil de prud'homme, qui sanctionne les litiges entre salariés et employeurs, ça pourrait, à mon avis, être là, pour le coup, un argument qui tiendrait la route par rapport à ça. Oui, tout à fait. Oui, tandis qu'aujourd'hui, si le psychologue ou conseiller de prud'homme dit « Ah, mais c'est dans mon code de déontologie », dans l'absolu, aucune portée. Non, tout à fait. À moins d'avoir un très bon avocat. Ok. Donc ça nous amène tout naturellement à réfléchir autour justement de l'instance régulatrice que vous pouviez citer, alors qui peut revêtir plein de noms, peu importe le nom qu'on emploie après tout. Mais c'est d'avoir cette instance qui puisse porter, en fait. Oui, mais avant même de savoir qui et comment on porterait, je pense que la rédaction même du code, on doit s'interroger là-dessus. Et je pense que
à chaque fois, il y avait un sondage qui avait été fait par le GIREDEP en 2016 où les psychologues, en tout cas à 85 ou 90%, de ceux qui étaient interrogés, bien sûr, comme tous les sondages. Il faut remettre oui, voilà, dans le contexte. Et effectivement, je pense qu'il y avait, je vais donner des chiffres à la louche, mais 2500 réponses pour 80 000 psychologues actuellement. Ou je peux vous le retrouver s'il faut, mais voilà, mais effectivement, la volonté commune était celle-là, à savoir qu'il y avait un besoin d'opposabilité de ce code de déontologie pour les différents raisons dont on a parlé tout à l'heure. Et la structuration qui était celle en 2016, qui datait donc de 2012, à mon sens, ne permettait pas à l'époque de venir dire bon, bah, ça, on va lui donner une valeur opposable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de préalables nécessaires pour qu'un texte puisse être, avoir une force juridique. C'était notamment une nécessité de lisibilité. C'est-à-dire que il y avait un certain nombre de choses qui revenaient, qui n'étaient pas forcément très claires. Il y avait un principe de mémoire relatif au but assigné qui n'était pas très compréhensible, même par les psychologues eux-mêmes. Et tout ça, ça a été un peu remouliné, revu. L'agencement et l'ordre des principes a aussi son importance dans la manière dont ils viennent. Et puis, on est venu aussi axer beaucoup plus sur la notion de secret professionnel et cette protection qui était pas présente ou alors essaimée dans plein d'articles avant. Et effectivement, cette dernière modification en 2021, je pense qu'elle est assez salutaire et en tout cas assez prometteuse pour envisager par la suite une publication. Alors, que ce soit dans le code de la santé publique, parce que les professions dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des professions de santé, qui sont dans le code de la santé publique, ont leur code de déontologie qui est annexé, mais ça pourrait très bien être un code annexe, pardon, pas un code, mais un texte annexe. Pour les avocats, il n'y a pas de code par rapport à ça, et c'est un autre texte qui vient dire, voilà, le code de déontologie, il est celui-là, et il est applicable de telle manière. Ça pourrait très bien être un texte distinct par rapport à ça. Mais voilà, cette lisibilité et le travail qui a été fait par rapport à ça, je pense que ça en dit déjà long. Et j'avais lu, je pense, quand il est sorti, ou en tout cas juste avant qu'il sorte, quand il y avait eu les premières moutures, il y avait aussi des choses et des positionnements qui ont changé dans la pensée, en tout cas, des rédacteurs. C'est-à-dire qu'avant, on parlait, le psychologue pourra aller s'éclairer ou poser des questions à des collègues plus expérimentés. Maintenant, on parle de confrères, par exemple, confrères, consoeurs. Voilà. Ça a son sens parce que ça vient dire on fait partie de la même équipe, peu importe notre orientation, peu importe, et on n'a pas fusionné plein de codes, plein d'horizons. Voilà, t'es mon confrère, même si t'as pas la même chapelle que moi, même si t'as pas la même pratique que moi. Et rien que ça, ce fait de venir dire on constitue maintenant une unité, une communauté, ça fait aussi son chemin, ça fait sens, en tout cas pour moi, quand je le lis d'un regard extérieur, j'entends. Ouais. Je trouve que c'est assez intéressant de constater ça. Ok, c'est des choses qu'on ne repère pas forcément, nous, qui avons un peu la tête dans le guidon par rapport au code de déonto, même en lisant les modifications, c'est effectivement quelque chose que je n'avais pas forcément relevé. Donc, c'est intéressant. Alors, quand on parle d'instance régulatrice, je pense qu'il y a un certain nombre de psychologues à qui ça fait peur. À votre avis, est-ce qu'il y a objectivement des risques pour le corps des psychologues d'avoir une instance comme ça ? Alors, avant de parler de risques, effectivement, quand on a peur de quelque chose, c'est peut-être parce qu'on nous l'a mal expliqué, ou en tout cas qu'on a des inquiétudes et qu'il faut désamorcer et faire preuve de pédagogie pour expliquer un peu tout ça. D'abord, réguler, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire régler, assurer un bon rythme, un bon fonctionnement, un rythme régulier à quelque chose. Et en ça, réguler une activité et avoir quelque chose, non pas qui contrôle, mais qui pose un cadre, ça vient équilibrer un ensemble d'initiatives qui, naturellement, sont désordonnées. Parce que même si on a des intérêts communs, s'il y a personne qui fédère, on va tous dans des directions différentes, alors même qu'on a souvent des buts communs, même si les intentions sont diverses. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de cette fameuse consultation de 2016 du GIREDEP. Il y avait aussi cette volonté d'instance régulatrice. Alors, je ne sais plus le terme qui était employé dans le sondage, mais cette volonté était aussi de mémoire ressortie. Mais là où ça pêchait, c'était sur la terminologie et la structure de cette fameuse instance. C'est instance. Instance sans plus de détails. Voilà. Mais bien souvent, en tout cas quand on en parle, quand on dit instance régulatrice, beaucoup pensent ordre.
Et l'ordre en lui-même renvoie à d'autres choses, on pourra en parler juste après, mais ça, en soi, pour moi, ça effraie. De mémoire, le syndicat national des psychologues propose un haut conseil. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités de terminologie, de structures qui pourraient être des structures qui n'existent d'ailleurs pas encore et qui peuvent être créées, qui pourraient être pensées par rapport à ça. Pour faire preuve de pédagogie, quelles sont les missions un peu d'une instance régulatrice, avant même de parler des risques, c'est de venir se dire qu'il y a, oui, effectivement, cette promotion, non pas seulement de la discipline et de la sanction dont on parlait tout à l'heure, mais bien davantage de la déontologie et de ce discours. Ça serait faux de venir dire que l'absence actuelle d'une instance régulatrice implique qu'il n'y ait pas de responsabilité des psychologues. On l'a vu tout à l'heure, il y a une responsabilité qui existe, mais elle n'est pas d'ordre déontologique. Ça, c'est le premier point, et on l'a vu à quel point ça pouvait avoir des répercussions sur tous les pans de la vie professionnelle d'un psychologue. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Le deuxième point, pour moi, ce serait d'avoir une seule voix pour la profession. Et ça, c'est très important. Je vais juste vous redonner une anecdote. Il me semble que je l'avais préparé quand j'avais préparé mon intervention. C'était dans les débats parlementaires qui étaient revenus pour la loi de financement de la sécurité sociale, la toute récente, où un certain nombre de parlementaires ont pris à la parole quant à la possibilité de prescrire ou pas, d'adresser ou non. Et vous avez des députés qui venaient dire bah, écoutez, si les psychologues s'étaient un peu plus coordonnés, si on avait eu une voix commune et en tout cas un interlocuteur direct, bah, peut-être qu'on n'en serait pas là et peut-être que le cadrage de ce texte, il serait plus simple. Voilà, bon, je ne vais pas vous retrouver la citation là tout de suite, mais effectivement, c'était ce que l'un des parlementaires était venu objecter, même si un autre répondait, bah, effectivement, on a été inondé de mails et la réaction était épidermique et les psychologues ont su se manifester et faire corps pour nous dire on n'est pas d'accord avec ce qui va se passer, et ça a fait changer un certain nombre de choses, mais pour autant, ils n'avaient pas nécessairement... Alors effectivement, il y a des syndicats, il y a des associations qui ont une certaine place dans la profession, mais pour autant, ils ne peuvent pas prétendre représenter toute cette profession, et c'était là toute la difficulté. Et bien souvent on voit dans les publications sur les réseaux et en parlant avec des psychologues en disant bah oui mais les psychologues sont pas consultés. Oui, très bien, mais pour autant qui est-ce qui devrait être consulté, qui est-ce qui doit être reçu par le ministre ou par le gouvernement, etc. Et en ça pose question. Et quand je vous dis qu'il faut une voix, un interlocuteur, c'est effectivement par rapport au pouvoir public, par rapport au gouvernement, et de faire en sorte que, comme dans d'autres pays, quand il y a une loi qui concerne de près ou de loin la psychologie, elle soit soumise pour avis préalable à cette instance régulatrice, mais avoir une voix, un interlocuteur unique, c'est aussi pour moi, et peut-être même avant tout, pour le public. C'est-à-dire que quand un public veut savoir si le psychologue il est vraiment psychologue, on parlait tout à l'heure de cette liste RPPS, elle pourrait très bien être tenue, en tout cas la liste initiale, par cette instance régulatrice. Elle pourrait permettre de prévenir, et ça c'était le texte qui prévoit la création du titre de psychologue, prévenir les mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et de techniques qui se réclament abusivement de la psychologie. Ça encore, cette instance régulatrice pourrait dire bah oui, ça relève d'eux, ça relève d'eux. Il y a aussi un phénomène de pédagogie vis-à-vis des patients, des usagers des psychologues, en tout cas ceux qui viennent rencontrer les psychologues de manière générale, y compris dans un contexte professionnel, qui veulent avoir parfois des explications, des compréhensions, de savoir vers qui se tourner, de savoir quels sont ces grands principes, si on vient de dire dans ce code de déontologie. Il y a aussi se faire preuve de pédagogie par rapport à ça. Et puis moi, dernier point sur cette volonté univoque d'avoir une seule voix, c'est aussi pour les psychologues eux-mêmes. On l'a dit tout à l'heure, il y a le CNCDP qui permet d'avoir un avis, mais encore faut-il le connaître. Mais il y a aussi d'autres pans de la profession. C'est-à-dire qu'il y a le contrat de travail, mais il y a aussi comment je m'installe. C'est-à-dire que demain, moi, je suis diplômé, j'ai mon master, auprès de qui je fais les formalités, à quelle porte je peux aller taper pour pouvoir m'installer décemment, qu'est-ce qui est justement décent d'accepter ou non, quelles sont les formalités à accomplir. Voilà, avoir cet interlocuteur aussi, ce serait, à mon sens, le rôle de cette instance régulatrice. Et donc, sur ces points-là, effectivement, en termes de risques, moi, j'y vois des bénéfices. Alors, des risques, voilà, il y en aura toujours parce que quand on parle encadrement, quand on dit, bah oui, mais une instance, ça veut dire qu'on va devoir payer, qu'on va devoir s'inscrire, qu'il va y avoir des nouvelles règles. Oui, mais est-ce que ça, pour autant, c'est un risque? Et c'est toujours la difficulté. Si on veut avoir une voix, si on veut gagner du terrain
dans l'espace public, bah oui, il faut aussi pouvoir consentir, non pas des sacrifices, mais en tout cas des concessions par rapport à ça. Ok. On voit que dans ce que le gouvernement a fait jusque-là, il axe beaucoup, c'est le ministère de la Santé qui cherche à porter le cadre auprès des psychologues. Mais on voit qu'il y a certains pays, on avait fait une interview auprès de l'ordre justement de Madagascar, et on voit que chez eux, ils ont fait un choix différent, c'est que cet ordre est appuyé sur 2 ministères différents. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose en France? Alors, comment dire? Pour Madagascar, je vais repréciser tout de suite là-dessus. Effectivement, l'ordre qui est assez récent, de mémoire, c'est une circulaire, ou en tout cas un texte interministériel qui a été pris. Il y a 2 ministères qui portent l'ordre, et de mémoire, ce sont le ministère de la Santé publique et le ministère de la Population et de la Protection sociale. C'est ça. Sauf que ces 2 ministères, en France, n'en font qu'un. Nous, c'est le ministère de la Santé et des Solidarités. Et en réalité, toute cette protection sociale est inclue. Et donc, ces 2 ministères qui sont distincts là-bas à Madagascar, nous, en France, c'est un seul ministère. Vous m'auriez dit, je ne sais pas, c'est le ministère de la Justice et le ministère de la Santé qui se sont mis d'accord. Là, voilà, la réflexion était différente. Donc, voilà, moi, déjà, par rapport à cet exemple-là, je précise juste qu'effectivement, en France, c'est le même ministère. Donc, ça pose des questions autres. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer ministère de la Santé et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tel que c'est actuellement? On pourrait, et je ne vois pas ce qui s'y oppose. Maintenant, c'est la même réflexion qu'avant, selon moi, d'un point de vue peut-être pas stratégique, mais en tout cas d'avoir un interlocuteur. On disait que tout ce qui pêchait tout à l'heure, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour votre profession de manière générale et peu importe les secteurs d'activité. La question sera la même dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous ne savez pas à quelle porte, à quel ministère aller frapper, et que un ministère se renvoie la balle et dit bah non, c'est l'autre, ou non, je dois me mettre d'accord avec l'autre ministre qui n'est pas d'accord. Voilà, en termes d'efficacité, je ne suis pas certain, voilà, c'est pas de mon domaine, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je ne suis pas certain que s'il y a plusieurs interlocuteurs, ce soit forcément bénéfique pour vous. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'instance en tant que telle ne serait pas consultée si elle dépend d'autre chose. Là, à l'heure actuelle, si c'est un texte qui concerne, je ne sais pas moi, la modification de l'infirmier qui a trait à l'infirmier scolaire ou alors au médecin du travail, et ben, si c'est le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère du Travail qui sort ce texte ou qui a une interrogation, ben, il va nécessairement aller voir l'ordre de la profession qui correspond, alors même que les ordres infirmiers, médecins et kinésithérapeutes dépendent du ministère de la Santé. De la Santé. Ouais, okay. Donc voilà, pour moi, il n'y aurait pas forcément d'incohérence. Maintenant, en termes d'efficacité, c'est pas une nécessité en fait pour travailler de façon transversale. Je ne pense pas, parce qu'à partir du moment où effectivement on va venir dans un texte dire bon bah voilà, l'interlocuteur c'est telle instance, vous ne pouvez pas prendre de texte si telle instance n'est pas consultée. À ce moment-là, les ministères viendront frapper à la porte quand le texte voilà. Oui, donc c'est-à-dire que si on avait, admettons, construit une instance, mais sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec, si on reprend un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début, et que voilà, ce lien aux sciences humaines que les psychologues chérissent, bien aujourd'hui, ça ne serait pas si facile de faire passer ce remboursement puisque c'est soutenu par le ministère de la Santé alors. Exactement. Très intéressant. Ça aurait pu venir directement contrer plus fort, selon vous, que parce que ce qu'on pourrait je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on pourrait nous répondre à l'hypothèse que je viens de donner, c'est que on a déjà une instance. Alors au départ, 2 instances étaient présentes pour négocier, étaient présentes à la table, la FFPP, oui. Donc la Fédération française des psychologues et de la psychologie, et le SNP, le Syndicat national des psychologues. Et par la suite, le SNP s'est retiré des négociations parce qu'il ne souhaitait plus négocier, il n'était plus du tout d'accord avec ce qui se passait. Est-ce que vraiment une instance aurait pu avoir un poids différent? Si oui, lequel par rapport à la FFPP qui, elle, est restée aux tables pour le moment? La difficulté, c'est, je pense, c'est la légitimité de l'interlocuteur. C'est-à-dire que quand vous avez un syndicat, une fédération, quand bien même elle a un certain nombre, bah, la fédération, déjà c'est la majorité, mais la majorité de ses propres membres.
Je ne sais pas combien de membres compte la fédération, mais en tout cas, on viendra toujours nous dire, bah oui, mais écoutez, la fédération ou la SNP n'est pas d'accord, mais il y aura toujours des psychologues qui ne sont pas syndiqués qui vont adhérer à notre système. Vous voyez, alors que si de l'autre côté, vous dites, bah non, il y a un ordre et que l'ordre fait blocage, on pourra parfois faire passer des textes en force, mais derrière, il y aura des conséquences, et des conséquences qui se rabattront sur d'autres choses, parce que quand, je ne sais pas, moi, le gouvernement aura besoin d'un coup de psychologues pour arriver en cellule de crise suite à des attentats, suite à une pandémie, au hasard, ben là, à ce moment-là, leur dira, bon, d'accord, déontologiquement, on va peut-être y aller, mais en freinant des cas de fer et en faisant bien comprendre que... Donc, voilà, ce poids et cette représentativité, cette légitimité n'est pas la même. Ça ne veut pas dire que la FFPP ou le SNP n'aurait pas tenu le même discours qu'une instance en tant que telle. Mais l'interlocuteur qui est en face, effectivement. En termes de pouvoir, et pour précision, pour ceux qui nous écoutent, juste repréciser que du coup, l'ordre, lui, sous-entendrait une obligation d'adhésion. Oui, effectivement. À la différence justement des instances actuelles. C'est ça, tout à fait. Une association ou un syndicat, vous êtes libre d'adhérer ou non. Maintenant, l'ordre, ça serait effectivement cette obligation d'adhésion. Pour pouvoir exercer. Pour pouvoir exercer, effectivement. Là, par contre, ce serait une condition supplémentaire. Et je rappelle juste que la création d'un ordre ne veut pas dire, ou d'une instance quelconque, ne veut pas dire que les autres sont supprimés. Hein. Il y a des représentativités accordées aux syndicats, aux associations dans ces structures-là. Et ne veut pas forcément dire qu'il y a une autonomie moindre, etc. etc. Voilà, il y a vraiment toute une réflexion, je pense, effectivement, à avoir sur comment tout le monde pourrait trouver sa place, parce qu'au-delà de cette adhésion obligatoire qui peut freiner, il y a aussi souvent cette atteinte à l'autonomie qu'on vient opposer. Il y a aussi ce caractère antidémocratique présumé en venant dire ça sera que des élites à Paris qui prendront la décision pour tout le monde. Enfin, voilà, vous connaissez peut-être aussi bien, si ce n'est mieux que moi, les critiques qui sont opposées par rapport à la création de ces instances-là. Maintenant, on peut tout envisager, et dans la composition et dans la manière d'obliger qu'il y ait un nombre de chaises réservées pour des gens qui sont de syndicats, pas syndicats, de choses qui sont réservées pour les neuropsys, pour les psys du travail, pour les psychcliniciens, etc. etc. Enfin, voilà, l'enveloppe, j'allais dire, le cocon, la coquille, appelez ça comme vous voudrez, est relativement souple par rapport à ça. Il n'y a pas de modèle préétabli, tout est à construire, tout est à dessiner. Exactement. Très bien. Mais écoutez, parfait. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. D'horizon, effectivement. Ouais, c'était un sujet très large, hein, mais en tout cas, merci infiniment. Vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir.